Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler Formule 1, on va parler règlement, évolution du règlement. On va essayer de pas être trop barbant. Alors, tout simplement, la F1 hier a signé le New Deal, c'est-à-dire que toutes les équipes se sont entendues pour le nouveau règlement et surtout pour des évolutions qui vont changer un petit peu la manière de penser de la Formule 1 et ça va durer 3, 4, 5 ans. En fait, c'est le règlement qui sera en route jusqu'en 2025. Il y aura peut-être quelques évolutions, mais qui seront assez mineures. Là, on a vraiment les grandes lignes, vraiment la base du règlement 2020, 2025, enfin surtout 2021, puisque la plupart des propositions vont rentrer l'année prochaine en marche, et ça va faire beaucoup de changements du côté de la Formule 1. Alors à chaque fois, je vais vous donner les grandes évolutions et puis je vous donnerai mon avis derrière à chaque fois sur chacune de ces choses, et puis à la fin je poserai un petit peu 2-3 interrogations sur ce règlement. On n'a pas eu toutes les infos claires et puis on verra également ce que j'en pense globalement. Voilà, je ferai une petite conclusion à la fin de cette vidéo. On commence tout simplement par la première règle, la première grosse règle, c'est que le règlement technique qui devait entrer en marche en 2021. Alors on avait déjà eu des rumeurs comme quoi il allait rentrer en route qu'en 2022, mais voilà, cette grosse évolution, ces nouvelles Formule 1 qu'on nous avait montré, je crois que c'était du côté de Spa ou de Monza, je ne sais plus, la réglementation 2020. Donc en clair, des voitures qui ont une aéro beaucoup moins sophistiquée, plus de dashboard sur les pontons, beaucoup moins d'ailettes sur la voiture, un aileron qui n'est plus haut mais un aileron bas. Enfin, un capot avant extrêmement bas, c'est-à-dire que le bout du capot et l'aileron se touchent désormais, donc un peu ce qu'on voit en IndyCar par exemple, ou les F1 avant 95 qui ressemblait à ça. Donc ça, c'est vraiment une vraie révolution du côté de l'aéro, avec les roues également qui changent. Donc tout ça, c'est repoussé en grande partie en 2022. C'est dommage parce que je pense que c'est une modification technique qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui en Formule 1 pour avoir du spectacle. Après, bon voilà, il y a aussi le coronavirus. Si on avait fait cette évolution aérodynamique et qu'on avait perdu 3 équipes après derrière, et voire on aurait mis en difficulté la Formule 1, ça aurait été dommageable. Donc ça peut se comprendre, en sachant que entre 2020 et 2021, une grande partie des pièces va être gelée. Gel, châssis, boîte. Beaucoup d'autres pièces mécaniques au niveau du moteur, la structure de choc également, donc les pièces de sécurité sont gelées. Alors c'est bien parce que ça va permettre de limiter les coûts, ça c'est une très 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 bonne chose. Après, il ne faut pas se rater sur les boîtes de vitesse, il ne faut pas prendre trop de risques, parce que si votre boîte de vitesse elle n'est pas fiable, elle n'est pas fiable pendant 2 ans, hein, enfin une grosse année et demie, mais 2 saisons, donc ça peut être vraiment problématique. Au niveau de la pièce de structure de choc, c'est une bonne nouvelle pour les équipes parce qu'on sait que la remise à niveau à chaque fois au côté de la sécurité, ça coûte très très cher. Donc ça, c'est sûr que ça va faire baisser les coûts, en sachant que ça va pas non plus, on va pas renier sur la sécurité de manière importante. La réglementation 2021 elle est déjà très bien au niveau de sécurité. Les améliorations elles arriveront en 2022, mais de toute manière les F1 seront très différentes, donc tout ce qui est structure de choc sera également très très différent en 2022. Ça va quand même poser des problèmes. Tout d'abord, faut pas se rater sur les boîtes de vitesse, faut pas prendre trop de risques, faut pas se rater au niveau de son châssis. C'est-à-dire si le châssis a des problèmes, comme l'année dernière le châssis A ça avait des soucis, qu'il n'arrivait pas à utiliser les pneus, ça peut être un véritable souci, parce que c'est pas une saison que vous allez être mauvais, c'est une saison et demie. Donc c'est quand même très compliqué de ce côté-là. Et puis ça va être un problème également pour McLaren, l'équipe McLaren qui change de motoriste, c'est-à-dire qui passe de chez Renault en 2020 à Mercedes en 2021, avec l'arrivée également de Daniel Ricciardo. Et bien ça pose un véritable problème, parce qu'un châssis est fait pour un moteur. Si le châssis est gelé, le moteur Mercedes et le moteur Renault, on a l'impression comme ça que c'est 2 V6 turbo hybride de 2 litres 4, et c'est 2 moteurs qui sont totalement pareils, sauf que c'est des moteurs qui n'ont pas besoin de la même place, qui ne font pas la même taille, la boîte de vitesse ne fait pas la même taille aussi, est différente. Une boîte de vitesse qui convient pour un moteur Renault ne convient pas forcément pour un moteur Mercedes, donc on va voir comment ils vont faire McLaren, mais certainement ils seront obligés d'utiliser la boîte Mercedes également comme Racing Point.
Et puis, problème, parce qu'en termes de fiabilité, un moteur Mercedes a peut-être besoin de plus d'air que le moteur Renault. Surtout, ils vont connaître les spécifications assez tardivement du moteur Mercedes. Déjà qu'ils n'auront peut-être pas toutes les évolutions du moteur Renault. Donc ça va être problématique pour McLaren sur les 2 saisons qui arrivent. Et je ne suis pas sûr que du côté de Daniel Ricciardo, ça a été un bon choix d'aller chez McLaren en connaissant ce problème-là de changement de moteur qui va être difficile cette année pour l'équipe anglaise, et il va falloir voir comment ça peut se dérouler du côté de chez McLaren. Et encore une fois, ça ne va pas être évident pour l'équipe anglaise qui devra certainement réfléchir à ce qu'ils peuvent faire comme évolution au niveau moteur. Donc il faudra voir, ça va être un problème. Très, très important du côté de McLaren. En rappelant également que les évolutions aéro, elles sont autorisées. Bien entendu, au niveau aileron avant, aileron arrière, on aura le droit de faire des petites évolutions aéro si elles sont au niveau du règlement, si elles sont légales au niveau du règlement. Je vais y arriver. Baisse du budget également. Alors ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. On passe à 134 millions d'euros en 2021. Donc, je rappelle qu'il y a des budgets qui dépassent parfois les 800, 900 millions d'euros. Donc, c'est une grande chute pour les grosses équipes. 129 millions en 2022 et 125 entre la période 2023-2025. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir vraiment des budgets réduits. C'est une bonne chose pour moi parce que déjà, ça va permettre de niveler un petit peu les performances. Une équipe comme Racing Point ne pouvait pas lutter à armes égales avec une équipe comme Mercedes, comme Red Bull. Et puis, ça va permettre également à un constructeur comme Renault de peut-être maintenant gagner de l'argent grâce à la F1, ce qu'il ne pouvait pas faire. Ça va être également le cas pour Mercedes. On sait que Daimler avait insisté pour que Mercedes gagne de l'argent et c'est pour ça qu'Ineos a fait son arrivée sur les voitures, fera son arrivée sur les voitures en 2020. Et puis pareil pour Ferrari, qui le fait que Sainz arrive en tant que pilote numéro 2. Il arrive également avec un sponsor, Estrella Galicia, donc ça montre bien que du côté chez Ferrari, au niveau financier, c'était pas si facile que ça également. Donc c'est une bonne chose. Il va falloir quand même réfléchir à pas être trop extrême dans la chute des budgets. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus aller à un niveau où une voiture de F1 serait beaucoup moins compétitive qu'une voiture d'IndyCar ou de Super Formula japonaise. Donc voilà, il faut être raisonnable. Mais il fallait baisser les budgets parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible d'avoir des budgets aussi importants. Les constructeurs ont besoin de gagner de l'argent lorsqu'ils mettent en place un programme automobile. Donc voilà, il va falloir foncièrement diminuer les coûts et là c'est une bonne chose. Alors il y a déjà une question que je me pose quand même. Il y a quand même des inquiétudes de ma part au niveau de cette réglementation au niveau budget, c'est qu'on va avoir des possibilités de détourner au niveau marketing parce que ce budget-là ne prend pas en compte le marketing, ne prend pas en compte également, je ne sais pas s'il prend en compte, par contre ça c'est une interrogation, le salaire des pilotes. Parce que là aussi, il se pourrait qu'on donne par exemple tant d'argent à un pilote et qu'en fait qu'il en redistribue une partie à l'équipe pour pouvoir payer des gens. Donc ça, va falloir se méfier de ce genre de choses. Pareil du côté de marketing, il ne faut pas qu'un ingénieur travaille du côté ait un salaire payé par le marketing, parce que ça pourrait être réalisable. Donc il va falloir que ça soit très bien contrôlé par la FIA, par la FOM également au niveau des budgets. Et puis de toute façon c'est une obligation, on voit McLaren qui licencie 1200 personnes dont 70 du côté de la F1 et puis d'autres équipes vont également réduire les équipes, donc c'était obligatoire de réduire les budgets pour que les petites équipes ne se retrouvent pas véritablement en réelle difficulté et également pour les gros constructeurs, qu'on ne perde pas Ferrari, qu'on ne perde pas Mercedes ou Renault dans l'affaire. Et puis ça va permettre également à un constructeur comme Ferrari de penser à peut-être aller sur d'autres catégories et donc d'agrandir, de renforcer certaines catégories automobiles. On sait que Ferrari réfléchit à l'IndyCar, ils réfléchissent également au championnat du monde d'endurance avec la nouvelle réglementation LMDH, plus LMDH du côté de chez Ferrari que du côté Hypercar,
Et puis, pourquoi pas aller en Formula I avec Maserati, parce qu'on sait que le groupe Fiat, vu que Maserati soit une marque 100% électrique, ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'aller en Formula I avec les équipes, partie des équipes de Ferrari, vu qu'aujourd'hui, le constructeur, le groupe italien, Fiat, Chrysler, FCA, n'est pas présent. Après, il faudra voir également si ça ne perturbe pas le groupe PSA qui doit racheter, s'allier avec le groupe FCA, donc Fiat Chrysler Automotive. Ça, c'est encore des questions autres et qui vont encore nous tirailler pendant des semaines à venir. Par contre, du côté du budget, également, c'est pas par contre, c'est également les motoristes auront le droit de dépenser autant qu'ils veulent, techniquement, pour faire évoluer leur moteur, sauf que la FOM et la FIA ne sont pas bêtes non plus. Le Conseil mondial du sport automobile oblige les constructeurs à ne faire qu'une seule modification en 2021 en 2022 dans la saison, c'est-à-dire qu'entre le moteur de début de saison et le moteur de fin de saison, il y aura le droit qu'à une seule modification. Aujourd'hui, on a le droit d'en faire 3 ou 4. Normalement, on en fait 3. C'est-à-dire, on en fait une à Montréal, une après l'été. Et voilà, là, ça sera beaucoup moins le cas. Et puis, surtout, une seule modif en 2021-2022. Et gel total en 2023 jusqu'en 2025. Ça nous rappelle un petit peu la fin de la période des V8, où également, on avait eu un gel des moteurs pendant assez longtemps. C'est une bonne idée parce que techniquement, alors faut pas se rater, encore une fois, au niveau des moteurs, faut pas prendre trop de risques parce qu'un moteur qui n'est pas fiable, il sera pas fiable 2 ans, vu que techniquement, on ne modifiera pas, il sera pas fiable pendant très longtemps. Et puis, il y a aussi une question en cas de fraude, fraude ou problème de légalité, par exemple avec le moteur Ferrari en 2019, où il semblerait que la FIA ait détecté un souci. Après que Ferrari ait aidé la FIA à détecter le souci, ça va être un imbroglio un petit peu compliqué cette affaire-là. Mais en cas de fraude, les moteurs donc techniquement seront conservés. Donc est-ce qu'une équipe aura le droit de prendre la spécification antérieure ? Ça, c'est des questions encore qui peuvent se poser du côté de cette réglementation, mais c'est une bonne idée pour limiter les coûts. Normalement, en 2023, ça fera depuis 8 ans qu'on a les moteurs V6 turbo hybrides. Donc les équipes qui n'arrivent toujours pas à avoir un moteur performant ou un moteur fiable, c'est qu'elles le font un petit peu exprès. Normalement, tous les moteurs seront très très proches en cette période-là. Sinon, il faut vraiment arrêter la Formule 1. Puis ça nous indique également que les V6 turbo hybrides, peut-être une fin en 2025, parce que le gel total va jusqu'en 2025. Après, je sais que 5 ans en F1, c'est un temps extrêmement long, qu'il peut y avoir beaucoup de modifications d'ici là, mais peut-être qu'en 2025, on changerait les moteurs, peut-être pour plus d'électrisation, peut-être pour revenir par contre en arrière, parce qu'on sait que les moteurs V6 turbo hybrides ont coûté extrêmement cher aux motoristes et aux équipes, et que ça a participé à l'augmentation des coûts, avec le fait également que c'est des moteurs qui sont obligés de faire énormément de grands prix, et que cette réglementation au niveau des moteurs de faire quasiment 7 grands prix par moteur, ça veut dire pas loin de 7500 km, c'est énormément pour une équipe, ça fait énormément de kilomètres. Donc là, voilà, c'est également la question qu'on peut se poser de ce côté-là. Également, réduction du travail en banc d'essai et au niveau des essais aéros, ça, c'est une bonne chose parce que c'est des coûts qui sont extrêmement importants. Louer une soufflerie pendant 2 jours, ça prend... c'est des budgets qui sont monstres, surtout que il faut une soufflerie qui soit de qualité, parce qu'on a vu plus d'une fois une équipe se tromper avec une soufflerie qui n'était pas bien calibrée. Par exemple, Ferrari, c'est arrivé à Ferrari avec une soufflerie qui n'était pas bien calibrée. Je pense que Renault, pourquoi ils ont modifié la soufflerie Enstone, c'est qu'ils avaient également un problème de calibration, de calibrage plutôt que calibration. Et puis c'est une bonne chose parce que la réduction de du banc d'essai également, ça va permettre peut-être de niveler un petit peu les performances entre les moteurs, parce qu'on ne pourra pas prendre autant de risques qu'auparavant. Et puis c'est aussi une bonne chose pour les équipes qui n'ont pas toujours la soufflerie adéquate et qui sont obligées d'aller à Cologne par exemple chez Toyota ou dans d'autres souffleries. En limitant ces essais aéros, on limite également énormément les coûts pour ces équipes-là. Moi par contre je suis un peu déçu qu'on n'ait pas un retour au niveau des essais privés, parce que je trouve qu'on aurait pu interdire l'utilisation des bancs d'essai et des essais aéros pour faire que des essais privés qui pour moi coûtent moins cher, mais après
C'est mon avis, c'est pas chiffré du tout, ça c'est avec mon instinct. Donc peut-être que c'est une erreur de ma part, mais moi j'aurais préféré le retour aux essais privés. On va passer à une autre partie très importante du changement de réglementation. Alors je peux vous dire, c'est un changement de paradigme, un changement de réflexion totale, un changement d'air au niveau du développement aéro qui va être encadré. Alors il va falloir pour ça comprendre le système, et là ça va pas être facile. En fait, ils se sont inspirés un petit peu de la draft aux États-Unis. Si vous connaissez pas le système américain, de tous les championnats américains qui existent, il y a un système, sauf en NASCAR. Le système de draft, c'est très simple. L'équipe qui finit dernière du championnat, par exemple de NFL, a le droit au premier choix de draft, c'est-à-dire qu'elle pourra recruter le meilleur jeune de tous les États-Unis ou monnayer ce premier tour de draft parce qu'elle peut l'échanger avec une autre équipe, mais ça se monnaie très 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 cher. Et bien là, du côté du développement aéro, ça va être un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on va calculer un volume de référence en 2021. C'est-à-dire que le volume référence, ça sera par exemple 505 heures dans les souffleries. C'est-à-dire que l'équipe a le droit à 505 heures de travail en soufflerie et en travail numérique parce que ça comprend également le travail sur ordinateur. Le champion n'aura le droit qu'à 90% de ces 505 heures parce qu'il a dominé le championnat. C'est-à-dire que le cinquième aura à peu près ses 505 heures et que le dernier, par contre, de ce championnat aura le droit à 112,5% de ces 505 heures, c'est-à-dire qu'il aura plutôt 530, 540, 550 heures. Là, c'est pas du tout de tête, hein, c'est des chiffres totalement bâtards, on va dire. Totalement pas fondés sur un calcul. J'ai pas calculé 505 heures et 112% de 505 heures. Donc ça veut dire que ça change radicalement les choses parce que jusqu'à maintenant on ne contrôlait pas le temps passé en soufflerie, ce qui était donc très facile pour une équipe qui avait trouvé une solution de dominer pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça avait été le cas de Renault qui avait trouvé des solutions techniques sur sa Renault de 2005 au niveau aéro et qui avait prolongé ça jusqu'en 2006. Ça a été le cas de Ferrari pendant une période, ça a été le cas également de McLaren qui avait dominé 98 en trouvant des évolutions techniques qu'elle avait déjà mis en place sur sa voiture en 97 pour certaines. Ça a été le cas également pour McLaren, ça a été le cas pour toutes les équipes qu'on domine un petit peu, pour Williams également. Là, ça va permettre un petit peu d'éviter cette domination pendant 2-3 saisons d'affilée en rééquilibrant les choses. Alors, je n'espère pas trop. C'est-à-dire, je veux pas trop qu'une équipe qui soit championne une année se retrouve à jouer la 6e place ou 7e place du championnat constructeur l'année d'après. Voilà, faut que ça soit raisonnable de ce côté-là, mais ça va rééquilibrer les choses. Ça sera plus difficile de dominer, ça c'est clair et net, et malgré tout, faut que ça fonctionne, parce que pour moi, toute cette réglementation-là, un petit peu artificielle, et moi là c'est de l'artificiel, parce que le coup de la draft c'est totalement artificiel. On pourrait laisser une équipe dominer en Formule 1, faut que ça fonctionne, parce que si ça fait comme le DRS qui n'a jamais fonctionné, alors ça sera un échec et en plus ça sera un handicap pour la Formule 1 pour avoir des améliorations. Et puis moi aussi je suis un peu déçu parce que j'aurais préféré, comme en MotoGP aujourd'hui, qu'on donne des jours d'essai, ce qui permettrait également de tester les jeunes pilotes, que les jeunes pilotes se mettent en lumière avant d'accéder à la Formule 1, qu'ils aient un petit peu d'expérience avant d'accéder à la Formule 1. C'est souvent compliqué, hein. Les pilotes comme Lando Norris, ils ont souvent peu roulé en F1 avant d'accéder en F1, alors que dans les années 95, 90, on avait le droit à énormément de jours d'essai, et les jeunes pilotes faisaient beaucoup de jours d'essai, les pilotes de F3000 faisaient beaucoup de jours d'essai, et ça les mettait en lumière dans les équipes, et c'est pour ça qu'un Montoya, par exemple, qui avait été pilote d'essai chez Williams, n'a pas été désorienté quand il est arrivé chez Williams BMW quelques temps après, parce qu'il avait déjà roulé en F1. Donc moi j'aurais préféré par exemple que le champion au titre n'ait le droit qu'à 2 jours d'essai privé en plus des essais de pré-saison, et que celui qui est dernier il ait le droit à 40 ou 50 jours avec des règles très strictes, par exemple de ne pas pouvoir aller sur certains circuits avant le Grand Prix, ou de pouvoir accéder qu'aux circuits qui n'ont jamais accueilli la F1. Enfin voilà, il y aurait pu avoir une réglementation de ce côté-là, parce que je trouve qu'au niveau de la soufflerie ça va être très très dur de contrôler. Surtout, alors c'est pas trop le travail en soufflerie, c'est surtout le travail en numérique qui va être dur à contrôler du côté de la Formule 1, et donc ça me semble difficile.
En 2021 également, on finit avec les dernières règles qui sont assez légères. Modification d'une partie du plancher de la voiture, ce qui va permettre de limiter l'appui, parce qu'en 2022, on devra avoir beaucoup plus d'appui sur les voitures, puis diminuer un petit peu les perturbations aéro, et puis ça va peut-être recalibrer tout le monde. On aura également des F1 un peu différentes en 2021, parce qu'elles seront très très lourdes, elles vont encore prendre du poids. On va atteindre 749 kg. Alors ça, pour moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai connu les F1 qui étaient à 600 kg. 605, je crois, à l'époque. Avec pilote compris. Hein. Parce que je rappelle que c'est depuis très très longtemps, depuis les années 80, peut-être milieu des années 90, où c'est plus le pilote, sans le pilote, la voiture de F1, c'est avec le pilote. C'est vrai que ça permettait par exemple à Alain Prost d'être beaucoup plus rapide qu'un Nigel Mansell, parce qu'il était moins grand qu'un Nigel Mansell et moins lourd. Moi, je suis pas d'accord parce que ça fait des voitures très très lourdes et on sait très bien que le poids est un ennemi de la performance. Donc ça va faire des voitures qui vont être très difficiles à contrôler parce qu'il va y avoir beaucoup de poids qui va bouger d'un côté à l'autre. On va avoir un peu plus de prise de roulis. C'est-à-dire que la voiture va avoir tendance à tanguer beaucoup plus. Et en plus, c'est pas pour une amélioration de la sécurité. Parce que des fois, on a augmenté le poids de la voiture en Formule 1, mais c'était pour améliorer la sécurité passive des Formule 1, mais là c'est même pas le cas, donc ça va être rempli avec des billes de caoutchouc pour combler le poids, et ce qui va permettre aux voitures d'avoir une répartition des masses 50-50. Et puis il y aura également une modification au niveau de l'allocation des pneus en 2020 en cas de test pour Pirelli. On sait que Pirelli va devoir travailler sur de nouveaux pneus, donc ils ont le droit d'en distribuer un peu plus en EL1 ou en EL2, et également on aura une utilisation augmenter des pneus pluie en cas de Grand Prix avec les pneus pluie, parce qu'on sait que Pirelli, depuis le début de son entrée en Formule 1 en 2012, a des gros soucis avec les pneus pluie. Il y a quand même une question qui reste en suspens avec cette réglementation et ce New Deal, c'est au niveau budget, la redistribution des gains. Est-ce qu'on aura des nouveaux accords Concorde qui vont permettre de redistribuer de manière beaucoup plus équitable les gains de la Formule 1 au niveau des équipes, parce qu'aujourd'hui c'est un peu du n'importe quoi. Il y a une partie qui est due à votre classement au championnat, mais c'est une partie qui doit faire à peu près 40% de ce que vous gagnez par an. L'autre partie, c'est dû à l'historique des équipes, à l'importance des équipes pour la Formule 1, et c'est pour ça que Ferrari, par exemple, gagne énormément d'argent chaque année. Donc c'est un peu dommage de ce côté-là, et on aimerait quand même une redistribution un peu plus équitable des gains en Formule 1. Bonne idée quand même ce règlement pour finir, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de prises de risques, mais qui je pense sont importantes pour la Formule 1, pour que la Formule 1 retrouve des spectateurs, retrouve de l'intérêt médiatique. Et puis je suis content également que Ferrari et Mercedes n'aient pas lutté bêtement contre cette réglementation et ont compris que si Ferrari et Mercedes ils sont simplement 4 sur la grille de départ, personne ne va regarder la Formule 1. Donc pour Ferrari et Mercedes, il faut également que les petits survivent, les petits poussés. Et la seule solution, c'est de diminuer le coût de la Formule 1 drastiquement. Sinon, ça ne sera pas possible. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous voulez approfondir sur certaines choses du côté de la Formule 1. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!